Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire. Merci aussi à Alex Garcia Faura de nous accueillir chez lui parce que tu es chez toi pour nous accueillir puisque la clinique Institut Marquez où tu travailles est fermée évidemment à 18 heures. Oui, oui, je Donc, suis chez tu moi accueilles- aujourd'hui. voilà. Merci de nous accueillir chez toi, c'est chouette. On est chacun chez soi. J'espère que vous êtes bien également chez vous ou peut-être sur le chemin du retour pour écouter ce webinaire. C'est une thématique très intéressante qu'on avait ouverte. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'était en fin d'année, mai-juin, ensemble. On va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, une thématique, les risques liés à l'infertilité et la PMA. Le but vraiment de ce webinaire, c'est pas de vous effrayer, c'est juste de vous dire que voilà, de vous donner un peu l'état de la science, de vous donner des informations, puisque vous savez que chez Fertiline, pour nous, l'information, le passage d'information est quelque chose de très important. Et c'est une valeur sur laquelle on se rejoint énormément avec Alex, qui communique énormément avec ses patients, justement. Donc, vous donnez l'information, mais surtout aussi vous donnez l'information de comment réduire les risques, parce que, en fait, il y a des risques, oui, mais il y a aussi une opportunité, c'est un challenge. C'est-à-dire que chaque challenge apporte l'opportunité de faire mieux. Et l'idée, c'est de vous donner des pistes pour avoir cette opportunité de faire un petit peu mieux. Et c'est ce sur quoi on va discuter ce soir. Merci beaucoup en tout cas, Alex. Et puis, on va aller de l'avant avec la présentation. Oups. Évidemment, moi, je regardais la... Ah, j'ai oublié de la remettre. Je vous dévoile tout en avance. Alors, Merci il va Alex être d'être avec nous ce soir pour aborder ce sujet passionnant, qui est un sujet qui te tient à cœur aussi, puisque tu aimes la recherche, tu aimes la science et t'aimes surtout prendre soin de tes patients et te préoccuper de ce qui se passe chez eux maintenant, mais de ce qui se passera chez eux plus tard et ce qui se passera potentiellement chez leurs enfants. Donc, c'est vraiment magnifique d'aborder ce sujet avec nous Un là. topo compliqué, mais je pense que c'est obligé de nous mettre à jour de ce qui est arrivé cette année, et de prévoir ce qui va arriver l'année prochaine et d'offrir aussi l'opportunité aux patients d'accéder à ces informations, pas au niveau top scientifique, mais au niveau facilement, non, à comprendre et d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour améliorer, optimiser ces conditions ou celles que malheureusement on ne peut pas traiter. Non, je pense que c'est juste honnête de dire qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas, ou qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Non, je pense que c'est très, Bien très sûr. intéressant. Bien sûr. Et on vous exact. rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire et on y répondra à la fin du webinaire. Voilà, alors juste vous dire aussi que c'est un sujet, comme tu disais, Alex, qui est assez complexe. Les études sont assez complexes, sont encore en cours. C'est assez nouveau, relativement nouveau. Là, on a essayé le plus possible de le faire succinct et surtout simplifier les choses pour pas y passer des heures parce que, on pourrait y passer une journée et vous donner l'information la plus claire et surtout aussi des solutions. Donc, ce webinaire, il est important pour vous parce que vous allez comprendre justement si les traitements de PMA et l'infertilité elles-mêmes sont des facteurs de risque. C'est vrai que souvent, quand on va faire de la PMA, on se demande si ça peut être plus risqué. Alors, les anciennes, qu'on va dire, recherches montraient que la PMA en elle-même ne donne pas forcément de risque, mais en fait, c'est autre chose. Et on va vous expliquer tout ça après. Aussi, quelles sont les stratégies pour réduire les risques? Parce que le but, c'est vraiment de réduire ce risque, mais aussi de se poser la question si réduire les risques, c'est pas aussi augmenter ses chances de succès. Et c'est un peu tout l'enjeu aussi de ce webinaire. Alors, il est évidemment essentiel pour vous ce webinaire si vous êtes en situation d'infertilité, si vous envisagez la PMA ou vous êtes déjà en PMA et si vous avez subi des échecs parce que ça pourra également vous donner des clés pour améliorer la continuité de vos traitements. Alors, juste pour vous rappeler, si vous ne connaissez pas encore Fertiline, Fertiline, c'est une équipe d'experts de la fertilité et de la PMA. Nous aidons les futurs parents à devenir parents, justement, lorsqu'ils ne sont pas parvenus avant. C'est vrai qu'on a souvent des situations d'infertilité qui sont très, très longues, jusqu'à 18 ans d'infertilité. Et pour nous, le but, c'est vraiment de rechercher les facteurs qui peuvent compromettre votre conception. Et ça se fait souvent avec l'aide de très bonnes cliniques. Comme l'Institut Marquez, on travaille énormément en collaboration et en fait, on voit très bien que associer le mode de vie et
des cliniques de prestige, eh bien, c'est le combo gagnant et c'est l'idée aussi qu'on va partager dans ce webinaire. Ce sont les programmes qui augmentent par 7 vos chances de réussite. Et puis, ce sont les seuls programmes recommandés et qui sont créés en collaboration avec les cliniques de PMA. 3 fondateurs passionnés, le professeur Simeoni, Virginie et moi-même, et puis une équipe d'experts dont fait partie également Alex, qui est notre expert pour la PMA. Donc quand on a des questions, justement, encore aujourd'hui, on discutait sur des translocations, on lui pose les questions et il vient toujours à notre secours à ce sujet. Sinon, Alex, donc docteur Garcia Faura, c'est vrai qu'on se connaît en perso, donc on va dire Alex, travaille à l'Institut Marquez. C'est une très très belle clinique qui se trouve à Barcelone, en Espagne. Elle est reconnue pour être un des meilleurs centres en Europe. Pour son, vous allez voir. Si vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le site, il y a une très très belle visite guidée. Je vous invite à aller le faire. C'est magnifique. Vous pouvez le voir déjà sur le site, mais également quand on va visiter, on a l'impression d'être dans un vrai havre de paix. Je veux dire que c'est une des plus belles cliniques que j'ai visitées, mais aussi une clinique d'excellence qui offre toutes les techniques les plus en avance et puis surtout vraiment fait également beaucoup de recherches et c'est là où Alex est là comme directeur scientifique. Vous faites beaucoup de recherches à l'Institut Marquez, ce qui est aussi un gage d'une très bonne clinique. On vous le répétera à la fin, mais je vous propose déjà, si vous voyez qu'il y a un point qui vous intéresse dans ce webinaire, de tout de suite réserver un bilan de situation, parce que je pense qu'à la fin de ce webinaire, les créneaux seront vraiment, il n'y en aura plus beaucoup. On a déjà peu de place pour la semaine prochaine. Et ce que on va vous dévoiler aujourd'hui va vous donner envie encore plus de réserver un bilan. Donc vous pouvez déjà le faire, vous pouvez prendre 5 minutes et puis aller le faire déjà maintenant, mais on vous le répétera à la fin. Alex, je te propose d'aller dans le vif du sujet, justement, l'évolution de l'infertilité de la PMA, comment c'était avant, comment c'est maintenant et le futur. Oui. Bon, vraiment, moi, je n'aimerais pas, et ça, on en discutait il y a 10 minutes, je veux pas que ça soit effrayant, je veux pas augmenter l'angoisse ou le stress en vous expliquant vraiment les risques et penser qu'aux risques. Je pense qu'il faut voir cette présentation comme une opportunité. Je pense que, bon, tous les trois, on est d'accord, non? Que tout ce qu'on apprend, c'est important d'être clair et honnête. Non, c'est très facile de dire tout va bien, vous inquiétez pas, ça va, on va réussir à la première tentative. Mais parfois, c'est pas comme ça, non? Et c'est pas ce que nos patients veulent écouter parfois, mais on doit être clair et honnête. Et c'est ça ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je suis clair et honnête de ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. En même temps, pas se rester là, non, dans les risques, mais avancer et de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer, optimiser, ou parfois s'il y a des conditions qu'on ne peut pas traiter, mais il y en a d'autres qui peuvent nous aider, non, à finalement réduire les risques et augmenter le taux de réussite. Et finalement, c'est le but, non, de cette présentation. Mais d'avoir dans ce point de vue de opportunité. D'accord? Oui, merci de le répéter, c'est important. Mais, et même, je pense, je dis avant, mais même parfois certaines équipes sont encore là, dans cette idée et même les patients sont là, non? Un schéma très, très facile de dire, bon, j'ai un problème, j'ai besoin d'un diagnostic. Après ce diagnostic, il y aura un traitement. Et puis, après ce traitement, il y aura une grossesse et une naissance, non? Ça, finalement, on se dit, ça, c'est ce qu'on espère, voilà. Si on va au présent, si tu veux, Adva, passer sur la suivante, c'est beaucoup plus compliqué. Et je répète, c'est compliqué, mais c'est pas vraiment difficile. C'est simplement de faire attention à tous les petits détails. Bien sûr, avant d'un diagnostic, et même s'il y a des patientes ou des cliniques qui vont aller directement au traitement sans avoir un diagnostic, mais on doit continuer à essayer d'avoir un diagnostic, de voir pourquoi. Même avant l'infertilité, je pense, et ça on en discutait aussi à Fertilité souvent, c'est est-ce qu'on peut faire une prévention de l'infertilité? Non, se dire, bon, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter d'arriver sur une infertilité, avoir besoin d'un traitement de PMA? Ça, je pense, c'est le futur, la prévention, et je pense qu'on y travaille
et on conseille vivement de faire cette prévention et c'est le futur. Au niveau de diagnostic, avant, on faisait le diagnostic que de l'infertilité. Maintenant, on fait avant, et en accompagnant ce diagnostic, vérifier le niveau, la situation de santé générale dans des couples, mais pour tous les deux. Non, voir où on est, pas seulement de la partie gynéco, de la partie andrologie, mais au niveau de santé générale, d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur la fertilité et même même pendant la grossesse et après l'accouchement. Et maintenant aussi, c'est très, très important, l'idée de planning de vie, de se dire, bon, j'ai 25 ans, mais je dois encore compléter mes études, j'aimerais bien faire un stage à l'étranger pendant 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de planning de vie, aussi se dire, et même si parfois il n'y a pas de réponse, mais moi, j'aimerais bien avoir un enfant, au moins, j'aimerais bien faire une grande famille, et ce planning en avance, c'est très, très important, parce que parfois, pour un premier enfant, on y arrive facilement, mais si cette patiente ou ce couple a déjà l'idée d'avoir 2, 3, 4 enfants, mais on doit faire un planning de vie. Et ça, on peut bien vous aider. Même s'il n'y a aucun problème d'infertilité à présent, bien futur, ça peut changer selon si vous dites un enfant ou probablement 3 ou 4. Et puis le modèle familial, non? C'est quelque chose qui a vraiment très, très changé énormément depuis l'année 2000. Famille monoparentale, biparentale, et dans le modèle biparental, les différentes options que je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Mais aussi, dans ce modèle de famille, finalement, il y a aussi l'idée de commencer à envisager bon, les angoisses ou l'idée de la possibilité d'un don, non? Mais comme famille monoparentale, comme femme célibataire, on aura toujours besoin d'un don de sperme. Ou un double don, ou une adoption d'embryon. Alors, je pense qu'aussi dans ce modèle de famille, il y a plein de questions qu'on ne peut pas se poser à futur, que parfois, ça vaut la peine de se poser à présent, parce que ça peut changer un peu ce qu'on peut faire au niveau de prévention. Alors, cette première partie, vous voyez, c'est pas seulement j'ai un diagnostic, un problème d'infertilité, vraiment, c'est beaucoup plus grand et spécialement en liaison au planning de vie, au mode de famille, santé générale et même maintenant au niveau génétique qu'on a plein de tests qu'on peut faire même pour des patients qui n'en sont pas encore en désir d'enfant. Mais parfois, ça peut nous aider à futur de voir comment est-ce qu'on peut vous aider maintenant pour arriver au projet de famille que vous aurez à futur, même si ça peut changer. C'est très intéressant ce que tu dis, Alex, notamment au niveau du projet familial, parce qu'on l'a vu, même nous, sur plusieurs couples, que l'objectif est d'avoir le premier enfant, mais souvent, les personnes ne vont pas se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après ce premier enfant. Et du coup, ça peut être pertinent de réfléchir à des schémas de stimulation différents, à des schémas de préservation d'ovocytes, de préservation d'embryons, et aussi dans le côté prévention, préparation et santé générale. On ne peut malheureusement qu'observer avec grand désespoir que la majorité des couples vont réaliser leur premier traitement de PMA, voire même leur deuxième ou leur troisième, sans aucune préparation, sans aucun travail de préparation sur la santé. Et je trouve ça un peu dramatique parce que du coup, pour moi, c'est comme griller un petit peu les chances qu'on peut avoir sur ces traitements-là et ne pas avoir le meilleur en fait sur les traitements. Et je sais que ce que tu conseilles en général dans tes consultations, c'est d'arriver au maximum préparé en quelque sorte pour en fait réaliser un traitement de PMA et avant même tout diagnostic, puisque la santé, le terrain, c'est quand même la base de la réponse qu'on va obtenir. Mhm. Oui, vraiment, sur ces premières consultations, parfois c'est un peu bizarre de se dire, il y a des patients qui disent, Alex, pendant cette première consultation, tu as répondu à aucune de mes questions, mais en même temps, tu m'as posé des questions que je dois réfléchir, que j'ai pas une réponse, non? Et vraiment, je pense l'idée de la première consultation, c'est pas vérifier le taux d'AMH, vérifier. Non, la première consultation, c'est rentrer dans ces petits détails à futur, parce que c'est très très facile de réfléchir à présent. Mais moi, je leur pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Non, d'accord, tu as décidé de passer un don, mais est-ce que dans 5 ans, tu n'auras pas le regret d'avoir pas essayé avec tes ovules? Non, ce sont des questions, c'est pas méchant, c'est simplement que ça vaut la peine, pas seulement de réfléchir à présent, mais faire cette réflexion à futur. Et les personnes me disent, j'ai pas une réponse maintenant. Et je leur dis, j'ai pas besoin d'une réponse, mais tu as besoin d'y réfléchir, non? Mhm. Et ça, quand on parle de diagnostic, c'est pas seulement le diagnostic médical, c'est le autodiagnostic de la patiente ou le couple individuellement, ou de discuter, réfléchir sur le modèle de famille eux-mêmes
que probablement elles auraient dû le faire avant la première consultation, mais jamais personne n'avait posé ces questions qui sont vraiment compliquées, mais dont on en a besoin pour vraiment les accompagner très très bien. Et oui, vraiment, dans cette patiente que tu me dis, bon, bah, moi je suis jeune, je vais faire une insémination, mais je dois lui dire, mais après, si tu fais une insémination, une grossesse, un accouchement, un allaitement, malheureusement, dans 3 ans, tu devras passer sur un don d'ovule parce que ta réserve ovarienne sera complètement épuisée. Non. Et alors la patiente me dit, mais maintenant, je peux même tomber enceinte naturellement. Je dis oui, pour le premier bébé, il n'y aura aucun problème. Mm. Mais est-ce que ton deuxième bébé, tu es prête à rentrer sur un don d'ovule ou avant l'insémination, ou d'essayer une conception naturelle, tu veux préserver tes ovules? Alors, je répète que la première consultation, à nouveau, mais oui, on essaie de faire le point sur toute la thématique non, d'infertilité, mais parfois, moi, je préfère focaliser sur cette partie plutôt psychologique, émotionnelle, familiale, de planning, qui nous aide énormément à puis aborder tout ce qu'il faut. Non, ça, je pense, c'est très, très important et on a besoin du temps. Non, si on a 10 minutes, c'est évident, c'est impossible, non, C'est de vrai. prendre en compte de tous ces petits détails. C'est vrai qu'avant, juste pour rajouter, on parlait de plan de carrière, on parle toujours, on fait un plan de carrière. En fait, le plan familial, c'est important aussi. C'est-à-dire se dire ben, comment je veux créer ma famille et si à un certain âge, je n'arrive pas à faire ça, quelles sont les solutions? Mais je te laisse avancer parce que c'est passionnant, mais il faut qu'on avance. On avance, oui. La deuxième partie, bien sûr, c'est le traitement pour ce groupe de patients qui auront besoin d'un traitement médical. Mais c'est pas seulement le traitement. Finalement, autour du traitement, bon, il y a l'efficacité, mais on parle toujours de taux d'accroche, taux de naissance, non, taux de réussite. Ça, c'était ce qu'on avait avant. On focalisait que sur là. Mais vraiment, il y a 10 ans, on a déjà commencé à voir comment est-ce qu'on peut augmenter le confort, réduire les effets secondaires, non, pendant le traitement. Parce que finalement, on voit que des patients qui auraient la possibilité de réussir abandonnent dû aux effets secondaires, au dû à que vraiment il y a un disconfort, il y a des problèmes physiques très très importants qu'on peut prévoir, on peut améliorer, on peut traiter. Et bien sûr, je pense que si on échoue, et malheureusement la science parfois on n'arrive pas à réussir et on échoue, ce que j'accepte pas, c'est qu'on abandonne parce qu'il y a bon, des effets secondaires ou il y a un disconfort qu'on aurait pu prévoir, on aurait pu traiter. Ça, bien sûr, en même temps, c'est en liaison à la partie financière, au déplacement à l'étranger, que malheureusement, de plus en plus, mais dans certains pays, mais on en a besoin. Et oui, c'est vrai que l'Espagne et la Catalogne, mais on fait le 50% des traitements de dons d'Europe. Et on est un petit pays, mais on fait la moitié des traitements de dons en Europe. Mais aussi, autour du traitement, je pense que aussi prévoir les frais, non, de déplacement, de traitement, ou de se dire, bon, moi, j'ai besoin d'une FIV, mais si je fais 3 tentatives, est-ce qu'après, j'aurai la possibilité non, de faire un don d'ovule, que sera finalement le traitement qui va me donner la naissance, mais accompagner et aider les patients, non, à faire un peu de planning, de bien planifier cette partie financière. S'il y a une patiente qui abandonne parce qu'on a tout fait et on est arrivé à la limite de la technologie et il n'y a pas de naissance, mais malheureusement, c'est une limite de la science. Mais c'est un patient qui abandonne parce qu'on n'a pas prévu l'épuisement physique, on n'a pas prévu l'épuisement émotionnel, ou on n'a pas prévu l'épuisement financier. Ça me touche énormément. C'est moi qui a échoué. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut bien prévoir du premier rendez-vous. Non? Et bien avoir non, tous les 3 parties et pas dire, bon, on commence la première FIV et voilà, on verra ce qui se passe. Pas du tout. D'accord? Je pense qu'au niveau de traitement, prendre non, la partie médicale, physique, la partie émotionnelle et financière, et cet accompagnement que ça, vraiment, j'adore de Fertiline. Vraiment, c'est top de se sentir rassuré, bien accompagné, d'avoir la possibilité de consulter, recontacter. C'est ce qui aide vraiment à réduire à presque nul, à presque zéro, le taux d'abandon de nos patients. D'accord? Je ne sais pas si vous avez, Adva ou Virginie, Non, quelque chose à... ça me semble évident. Tu sais, enfin, moi, Alex, je me sens touchée quand tu dis ça parce que je suis vraiment touchée par la même chose. Voir un couple ou une femme abandonner ce projet. Ça m'est arrivé une fois dans le cadre de Fertiline. Ça a été
Vraiment très dur, vraiment très très dur. Et je me suis dit, je veux pas revivre ça. Je veux vraiment qu'on puisse être là pour soutenir les couples, pour les encourager à tenir, à continuer, à aller jusqu'au bout de leur projet, à tenir leur bébé dans leurs bras et à ne pas justement abandonner pour des conditions qui sont des conditions d'usure. En réalité, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'usure, comme tu le dis émotionnelle, financière ou effectivement ou de l'usure physique, tout bêtement. Et c'est vrai que donc nous, on travaille beaucoup sur le physique, on travaille beaucoup sur l'émotionnel et c'est ce qui permet parfois aux personnes de tenir une tentative de plus et cette tentative est la bonne et on y arrive. Et là, voilà, tout le monde est regonflé à bloc. Donc je valide totalement effectivement ce que tu dis et la réduction des effets secondaires des traitements. On peut aussi percevoir que quand on travaille sur le mode de vie, effectivement, on connaît le profil de la personne. On discute aussi parfois des protocoles, ou en tout cas le patient nous donne son protocole. On peut effectivement anticiper et se dire, OK, sur ce protocole, avec le profil de la personne, on risque d'avoir telle problématique. Et on essaie aussi de les anticiper sur le plan du mode de vie, sur le plan du terrain, et ce qui amène en général de meilleurs résultats, mais ce qui amène aussi effectivement un meilleur confort. Donc là, on travaille clairement dans le même fluide, dans le même sens. Et juste pour la partie financière, c'est vrai que se faire accompagner dès le départ ou par exemple prendre un programme, on a souvent les gens qui nous disent oui, mais je dois déjà payer mon traitement à l'étranger. En fait, notre but vraiment, c'est de se dire en fait, on veut réduire le nombre de traitements parce que voir un couple qui doit abandonner parce que ils n'en peuvent plus physiquement, mais aussi financièrement n'en peuvent plus. C'est très dur et on sait que les traitements à l'étranger coûtent assez cher. Ça, c'est inhérent à votre travail d'excellence. Nous, notre accompagnement peut aussi paraître parfois cher, mais de nouveau, on veut vraiment accompagner les gens de manière experte et surtout collaborer avec des cliniques expertes. Et en fait, le but dans tout ça, c'est que la somme totale soit moins élevée que si on partait seul, où là, on pourrait en plus dépenser beaucoup d'argent, mais en plus repartir. Et c'est ce qu'on a déjà vu. Je ne sais pas si ça t'arrive, Alex, d'avoir des personnes qui malheureusement doivent renoncer en termes d'argent aussi, ou attendre, ou se dire, on attend 1 ou 2 ans, et ça c'est terrible, parce que financièrement on n'y va pas. Et vraiment le but c'est de se dire, on n'a pas, on n'y va pas 500 fois, on y va une fois, 2 fois. On peut pas promettre que ça réussisse du premier coup, mais au moins on diminue comment dire, on diminue le nombre de traitements, et c'est mieux physiquement et c'est mieux pour le porte-monnaie également. Bien sûr. Voilà. Finalement, de la partie grossesse-naissance, ben oui, c'est le but, c'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Et bien sûr, avant, c'était bon, un bébé, non, il y a un bébé, voilà, la naissance, et ça suffisait. Maintenant, pas du tout. Mais on veut pas seulement un accouchement, on veut pas seulement un bébé, on veut pas un bébé prématuré, on veut pas un bébé qui reste en cure intensive pendant 6 semaines, on veut pas une maman qui a besoin d'une transfusion, qui doit rester en cure intensive pendant 2 mois et qui, bien sûr, va pas pouvoir profiter d'être avec son bébé, l'allaitement et plusieurs problèmes, non, aussi émotionnels et physiques. Alors, ça suffit pas. Et bien sûr, ça, de plus en plus, on doit prévenir et faire attention aux risques maternels avant, pendant et après la grossesse et l'accouchement. Les risques fétals, ça, on en discutera dans les prochaines slides. Et maintenant, et probablement ça rentre déjà, si tu veux passer Adva sur le futur, c'est spécialement la santé, pas seulement au moment de l'accouchement ou l'allaitement, mais les risques élevés ou la santé à mi-terme ou long terme pour la maman, d'accord, après d'avoir non passé tout ce processus, et spécialement la santé du nouveau-né comme enfant, mais même comme adulte, d'accord. Et ça, je pense, ce sont des informations que les patients ne connaissent pas trop, que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fait du début, même avant et même pendant la prévention de l'infertilité, peut avoir et aura un impact sur la santé du nouveau-né, mais aura aussi un impact sur les risques cardiaques, les risques métaboliques, non, le risque d'obésité de cet enfant comme adulte. Alors maintenant, ça ne suffit pas de dire je veux une naissance, pas du tout. On veut que la famille, la maman et le bébé puissent vraiment être en bonne santé au moment de l'accouchement, après l'accouchement et 40 ans plus tard. Vu que bon, la famille doit accompagner cet enfant pendant 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans en bonne santé, c'est l'idée de la famille, et aussi cet enfant à futur
on doit préserver et vérifier on fait tout ce qu'on peut pour garantir que, comme adulte aussi, on peut réduire ses risques et améliorer ses conditions de vie. Et ça, vraiment, je pense, c'est ce que nous attache, non, entre l'Institut Marquès et Fertiline, c'est cette idée de vraiment déjà, même avant l'infertilité, faire attention au mode de vie, faire attention à la nutrition, vraiment vous offrir une option personnalisée, individualisée. Et tout ça, c'est en liaison à l'épigénétique, c'est ça, tout ce qu'on peut faire, pas seulement sur les gènes, on ne peut pas les modifier, mais bien sûr, tout ce qu'on puisse faire va modifier l'expression, l'inhibition de tous ces gènes. Non? Alors, c'est justement déjà du début jusqu'à la fin, vous accompagner pendant tout ce parcours. Et c'est justement ça ce que je pense que nous a amené à travailler ensemble dans ce projet. C'est D'accord. clair. L'épigénétique, c'est un sujet un peu caché de Fertiline. Aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup d'infertilité, mais dans les fondateurs de Fertiline, on a aussi le professeur Simeoni, qui est un des plus grands chercheurs francophones en épigénétique. Donc, c'est un sujet qui nous passionne absolument. Et on sait très bien qu'il est vrai que l'environnement de préconception et de grossesse a une influence notable sur la santé de l'enfant pour sa vie entière et notamment pour des pathologies telles que les maladies métaboliques, l'hypertension, les risques de diabète, les risques d'obésité, mais même, semblerait-il, les risques de dépression aussi à l'âge adulte, de développement de certaines maladies comme le cancer ou les auto-immunités. Il y a beaucoup de suspicions aussi autour de l'épigénétique et c'est encore plus vrai, effectivement, chez les personnes qui souffrent d'infertilité. Et je pense que ça, tu vas aussi nous le montrer. Et c'est pour ça que au tout début de la création de Fertiline, notre challenge avec le professeur Simeoni, c'était de se dire, en fait, nous, bien sûr, on veut agir sur l'infertilité, mais on ne veut pas que ça. On veut changer la santé des 3 générations qui viennent. Et si on arrive à faire ça, ce serait génial. Et oui, on va commencer par l'infertilité, puisque c'est la population la plus touchée par des critères épigénétiques complexes. Et en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos programmes. C'est pas que. Alors, bien évidemment, ce qui motive tout le monde, c'est de changer les résultats et d'avoir une grossesse. Ce qui nous motive, nous, c'est ça aussi. Mais c'est aussi d'amener effectivement une meilleure santé aux parents et du coup une meilleure santé aux futurs enfants aussi. Super. On peut avancer si vous voulez. Voilà, j'ai avancé. Alors, tu vas nous parler maintenant des risques de l'infertilité qui sont non traitables. C'est en fait ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer, maternité plus tardive, les perturbateurs endocriniens. Et est-ce que tu peux nous en parler justement, aller un peu plus dans le détail? Oui, ça vraiment, ce sont des risques, des risques les plus importants du côté féminin et du côté masculin à ce moment-ci, vraiment ceux qui ont un impact le plus important. Et je dis non traitable en liaison à que je peux pas réduire l'âge maternel de la patiente qui arrive, non, qui a 30 ans, mais je veux pas, non, elle peut pas changer ça, elle a 30 ans ou 40 ans. Et bien sûr, du côté masculin, ce qui a l'impact le plus important, ce sont les perturbateurs endocriniens, la contamination, la pollution, les plastiques, les pesticides, les herbicides, mais pas pendant la vie du patient. Ce sont les perturbateurs endocriniens qui se sont accumulés dans la graisse de sa mère avant la grossesse, avant sa grossesse. Alors vraiment, c'est pourquoi on ne peut pas les changer. Moi, je ne veux pas aller trouver la maman de cette patiente et changer ce qu'il a fait pendant 40 ans avant de tomber enceinte. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on puisse rien faire, simplement, ce sont des risques surajoutés. Du côté de la maternité tardive, mais on connaît bien que c'est le problème le plus important vraiment d'infertilité à ce moment-ci. Ça nous amène bien sûr rapidement à une insuffisance ovarienne plus précoce. Ça nous amène à une anomalie chromosomique, spécialement à partir de 38 à 40 ans. C'est un groupe de patients à partir de 40 ans qui ont eux-mêmes un risque de cancer plus élevé, cancer de sein, cancer de thyroïde, cancer de colonne. Aussi, il y a un risque à partir de 35 ans plus élevé de maladies auto-immunes. Ça va accompagner ce groupe de patients qu'on est en train de traiter ou d'aider, d'accord? Et spécialement pendant la grossesse, bien sûr, il y a un risque plus élevé de diabète, hypertension et prématurité. Est-ce qu'on reste comme ça? Non, pas du tout. Bien sûr, ce sont des risques. Moi, je ne peux pas changer l'âge de la patiente, mais bien sûr, on peut bien sûr réduire ou aider à réduire tous ces risques-là, même pour des patientes
qui essaye ou qui veut essayer en conception spontanée naturelle, même pour des patients qui doivent envisager des traitements de procréation médicalement assistée, spécialement en liaison à la suffisance ovarienne, et ça probablement Virginie peut nous aider un peu, même sans y aller trop en profondité, mais aussi au niveau de risque de cancer. Il y a plusieurs facteurs de risque du cancer que sont aussi en même temps des facteurs de risque de la stérilité, non? Alors, en essayant de réduire ou améliorer ces conditions, en même temps, on peut aider ces patientes, des risques, je veux dire, comme l'obésité ou le Mhm. surpoids, une nutrition inadéquate, ben on sait bien qu'on augmente ces risques de cancer de sein, cancer de colonne, mais en même temps, on augmente les risques non, de anovulation. Alors, on ne peut pas changer l'âge des patients, mais bien sûr, on peut aider et accompagner le patient pour réduire au minimum ces risques-là. C'est ça. On peut en fait changer certains critères. On peut changer, ben, notamment par rapport au diabète, au risque de diabète gestationnel. C'est des choses aujourd'hui qu'on arrive très très bien à canaliser avec le mode de vie, avec l'alimentation. Également, en ce qui concerne les risques de cancer, quand on sait qu'on a des risques de récidive, aujourd'hui, on peut aller aussi regarder un petit peu comment se comporte l'immunité, travailler sur le contexte immunitaire, travailler sur un contexte préventif aussi, utiliser des molécules, par exemple phytothérapeutiques, qui ont montré justement des effets de prévention. Et en tout cas, établir un tableau de risque, c'est important et c'est ce qu'on fait en permanence. Quand on a connaissance d'un âge maternel qui sera effectivement un petit peu plus tardif, pour moi, l'idée, c'est pas de dire non, il faut pas y aller, il y a trop de risques, surtout pas. C'est plutôt de se dire, OK, on connaît les risques, on a un tableau de risque. Le tableau de risque est établi, voilà comment on va diminuer ce risque, voilà comment on va diminuer celui-là, voilà comment on va diminuer celui-là. Et ça, c'est tout le sens du travail qu'on fait tous les jours avec le mode de vie, de diminuer effectivement les risques qui sont inhérents à la grossesse avec effectivement la maternité plus tardive. Dans l'insuffisance ovarienne aussi, ce qui se joue, c'est non seulement obtenir les meilleurs résultats en stimulation, donc il faut savoir que quand même la majorité des hormones sont issues des prostaglandines, qui sont issues des graisses qu'on consomme, donc on voit à quel point notre alimentation va agir aussi sur la réponse qu'on peut avoir en fait à une stimulation. Donc évidemment, si on a déjà des facteurs de risque tels que l'insuffisance ovarienne, il va être nécessaire de réfléchir à son schéma nutritionnel, à son schéma environnemental, à la gestion du stress, du sommeil, pour avoir plus de puissance hormonale au moment où on va faire la stimulation. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour travailler vraiment sur la qualité de l'ovocyte, parce que quand on a peu d'ovocytes, le travail à faire, c'est aussi d'essayer d'en améliorer leur qualité pour obtenir plus d'embryons. Donc, il y a évidemment toujours beaucoup de choses à faire et il faut réfléchir situation par situation, prévention de risque par prévention de risque, enfin tableau de risque par tableau de risque. Et c'est fabuleux d'évoquer tous ces risques parce que je pense que souvent on les évoque probablement pas assez, peut-être par pudeur ou pour ne pas effrayer les patients. Moi, je fais partie du team évoquons les risques, soyons transparents là-dessus et mettons en place des tableaux de prévention efficace pour permettre aux parents et aux futurs enfants d'avoir un climat de santé qui soit le plus favorable possible. Il y a aussi l'homme. Tu parlais des perturbateurs endocriniens, donc c'est vrai, comme tu disais, on peut pas avoir une machine pour remonter le temps et puis voir ce que la maman a fait. Par contre, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour eh bien, améliorer la qualité du sperme, pour faire en sorte que déjà diminuer les perturbateurs endocriniens actuels, mais aussi plein de choses qu'on peut mettre en place. Peut-être Virginie, tu peux nous en dire un peu plus. Et aussi également, on sait qu'il y a une maternité tardive, donc il y a des facteurs de risque du côté de la maman. Mais c'est très très important de combiner ça avec une amélioration de la qualité de la gamète masculine parce que c'est en fait les deux qui travaillent ensemble pour faire un embryon. Surtout aussi quand on a recours à un don d'ovocyte, là on se dit bon, on va changer l'ovocyte parce qu'on peut plus aller de l'avant. Il y a plein d'autres facteurs de risque chez la maman aussi. Mais c'est très important aussi de travailler du côté de monsieur. Et je crois que vraiment, nous, on tient vraiment à cœur de travailler sur les deux à la fois. Et malheureusement, on pense toujours que l'infertilité, elle est féminine, même si c'est 50-50 in fine. Et c'est finalement en travaillant les deux, même s'il n'y a rien de problématique qui est avéré, où on augmente d'une part le taux de succès de la conception, mais aussi la santé épigénétique. Alors, je ne sais pas, Virginie, peut-être des pistes par rapport aux perturbateurs endocriniens Alors, ce pour qu'on les sait faire hommes. aujourd'hui au niveau des perturbateurs endocriniens, c'est limiter justement notre exposition aux perturbateurs endocriniens. On a aussi des systèmes qui vont légèrement détoxifier les perturbateurs. On sait depuis peu que notre flore intestinale, par exemple, contribue énormément à la régulation en fait de ces molécules. Et surtout,
les perturbateurs endocriniens seuls sont déjà un problème, mais lorsqu'ils sont combinés à d'autres éléments tels que l'oxydation, l'inflammation, l'exposition au stress chronique, là, ça devient un cocktail explosif. Donc, en fait, on va pas forcément pouvoir canaliser l'intégralité des perturbateurs endocriniens qui sont là. Par contre, on va pouvoir peut-être aussi les contenir et faire en sorte qu'ils ne fassent pas exploser le système. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait les éléments interagissent entre eux. On n'a pas les perturbateurs endocriniens qui sont là tout seuls et qui font un travail, les hormones qui sont là de l'autre côté et qui font un autre travail. Tous nos systèmes sont en interaction permanente et c'est à la fois quelque chose de merveilleux et c'est à la fois un problème en fait. Et c'est cette dynamique entre tout qu'il faut comprendre. Et du coup, par rapport aux perturbateurs endocriniens, on sait faire beaucoup de choses aujourd'hui dans le fait de réduire l'exposition et aussi de diminuer les synergies qui sont un peu trop explosives, clairement. Vraiment, l'homme, malheureusement, continue à être le grand oublié, non? Et ça, À qui le dis-tu? c'est- et vraiment, oui. Moi, j'ai même des patientes qui viennent chez nous pour un don d'ovules. Et vraiment, on n'a même pas fait une étude en profondité, on n'a pas essayé de, non, de voir en profondité le côté masculin. Ce sont des patients que finalement, après toutes les études, on leur dit, ben non, on va pas sur un don d'ovules. On devrait aller sur une FIV avec les ovules de madame et un don de sperme. Et on se dit, mais quoi? Mais justement, comme Adva disait, c'est 50-50. Des patients multitraités, multi-échoués, plusieurs tentatives. Je comprends que qui est épuisé est madame, parce que vraiment, les hommes au traitement FIV, bon, que faire le recueil de sperme, je comprends, c'est pas trop dur ou épuisant. Alors, vraiment, bah, pour des patientes qui sont déjà multitraitées et fatiguées ou épuisées, je comprends que cette idée de dire, bien, on passe sur un don d'ovule, moi, je ne veux pas continuer. Mais Mm. parfois, même si on change le gamète et on prend les ovules d'une donneuse, on va continuer à échouer si on n'a pas bien traité, on n'a pas bien approfondi sur le côté masculin. Et on a aussi essayé de optimiser et améliorer tous les petits détails du côté masculin. Non? Alors, je pense que avoir cette idée, et sachez-vous, vous le faites tout le temps, de voir non, le couple, la famille, non, de tout ce qu'on peut améliorer, traiter. On Oui. peut pas oublier l'homme, on peut pas dire bon, on va essayer de tout faire du côté de madame. Non, monsieur, mais vous devez y aller. Vous devez réduire le surpoids, arrêter de fumer et faire tout ce qu'il faut. Ça suffit pas de faire le recueil, monsieur. Non, alors ça, je pense que il y a une partie sociétale, non, qui malheureusement mais, reste comme ça, mais on doit continuer à faire cet effort de faire participer et finalement approfondir sur le côté masculin qui est 50% du taux de réussite. Et puis c'est vrai que D'accord? souvent on a l'impression d'imposer un peu nos accompagnements aux hommes et puis in fine ils deviennent pour certains presque un peu les leaders du couple. C'est assez beau à voir en fait. Et tu connais certains couples où chez qui l'homme est est devenu ultra impliqué et lead vraiment la stratégie avec la femme. Ça crée voilà, une unité qui est très très performante et in fine, eh ben, au moment où il y a la grossesse, ben, cet homme aussi est tellement fier d'avoir tout mis en place pour que ça se produise. Et en plus de ça, tous les modèles qui ont été mis en place, qui sont des modèles de santé, ben, sont des modèles qui seront transmis à leurs enfants aussi. Et qu'est-ce qu'on peut Bien faire de sûr. plus merveilleux que ça, dans le fond? Bien sûr. Mais on commence Alors, déjà sur le détail des risques. Moi, je ne vais pas rentrer en profondité parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais bon, simplement pour vous donner une idée, et je répète, je ne veux pas que ce soit stressant ou angoissant. Il y a une étude très, très importante sur les différences entre les patients atteints d'infertilité et qui finalement ont réussi à une conception naturelle spontanée. On se dirait, bon, moi, j'avais un problème d'infertilité, mais finalement, bon, la grossesse est arrivée naturellement, j'ai pas de risque. Pas du tout. On sait bien que ces patientes qui ont eu un problème ou ont un problème d'infertilité, et finalement, il y a une grossesse et une naissance, il y a un risque plus élevé d'accouchement prématuré, il y a un risque plus élevé d'un bébé d'un poids un peu plus bas ou un de retard de croissance pendant la grossesse. Et bien sûr, il y a aussi il y a un risque plus élevé finalement des risques maternels et fétals comme la diabète, l'hypertension, des problèmes du placenta et même des problèmes pendant l'accouchement. Si on passe à la suivante, Il y a un petit ben délai. on voit que, oui, oui, on voit que bon, pour les patients fertiles, ce risque est une fois et demie, deux fois et demie plus élevé que pour la population non infertile.
Mais si on va sur les inséminations ou sur la fécondation in vitro, vous voyez on arrive à des risques 6 fois plus élevés, 6, 4, 8 fois plus élevés en liaison à ce risque de prématurité, de retard de croissance ou des problèmes pour la maman et le bébé pendant la grossesse. Alors, ce ne sont pas, comme on disait classiquement, les traitements de procréation médicalement qui vont augmenter les risques. C'est vrai, il y a un risque encore plus élevé et même encore selon la technique qu'on décide de faire et dans chacune des étapes, pas seulement la FIV, mais chacune des étapes de la FIV, là vraiment, je pense qu'on peut aider et accompagner aux patients pour réduire ces risques-là. Mais même pour des patients infertiles que finalement, il y aura une conception spontanée, aussi, on doit avant et même pendant la grossesse continuer à y travailler régulièrement pour essayer de réduire tous ces risques-là. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre tout simplement que l'infertilité en elle-même contient des zones de risque qui s'exportent sur la grossesse, même quand l'infertilité est résolue. Et ça, c'est une chose qu'on pensait peut-être il y a des années en arrière. Aujourd'hui, on a les moyens de le prouver. Et c'est pas tant une mauvaise nouvelle puisque ça nous donne aussi le pouvoir d'agir en fait sur ces facteurs de risque et peut-être le pouvoir dire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, ben tiens, maintenant, on est capable, chez des personnes qui ont une situation d'infertilité et même parfois avec des traitements de PMA, d'effacer ces risques ou de diminuer en tout cas considérablement ces risques et on espère pouvoir le faire. D'ailleurs, on traque en permanence le poids de naissance des enfants chez Fertiline parce qu'on sait que c'est un élément essentiel et et on est très fiers de voir qu'on a des poids de naissance qui sont pour l'immense majorité dans la norme excellente, dans la norme qu'on espère avoir pour de bonnes conditions épigénétiques. Et c'est vrai que on espère vraiment à terme pouvoir démontrer que le mode de vie peut avoir un impact phénoménal sur ces facteurs de risque qui semblent un petit peu préétablis dans le cadre de l'infertilité. Ah oui. Et quand on dit que la procréation médicalement assistée a des risques supplémentaires, mais bien sûr, parce qu'il y a des phases supplémentaires, le plus important, c'est bien sûr les risques parentaux, non, avant, non, tout ce qu'on peut évaluer du côté masculin, du côté féminin, tous les précédents et tout ce qu'on peut faire à ce point-là. Puis, pour des patientes qui finalement vont faire une stimulation ovarienne, là aussi, il y a des différents protocoles, des différentes options et moduler un peu la réponse selon le problème de chacune des patientes. Je pense que c'est vraiment très, très important. Même après, pendant les différentes procédures qu'on fera dans le laboratoire, aussi, ça peut avoir un impact différent. Et ça, il y a des études pas trop claires à ce moment-ci, mais je suis sûr qu'on va y arriver à travers de ce qu'on fait d'intelligence artificielle au niveau du laboratoire, de la sélection des blastocystes, de différents systèmes du développement de l'embryon dans le moyen de culture. Ça, bien sûr, je pense qu'au niveau de biotechnologie, on va avancer. Il y aura aussi plein d'informations. Et puis maintenant, une des étapes qu'on connaît mieux et une des étapes où je pense où on essaye d'y travailler très, très fort pour changer ce qui a été le standard pendant 20 ans, c'est toute l'étape de préparation à la préparation de l'endomètre et l'implantation, non? Et ça, maintenant, dans la littérature, il y a depuis 2018, et là, je pense que nous, on a été pionniers dans cette idée de dire, est-ce que la nature est supérieure aux médicaments? Et oui, vraiment, dans cette étape de accroche, le premier contact entre l'embryon et l'endomètre, c'est là où vraiment ça va nous donner tout ce qui va se passer pendant la grossesse, après l'accouchement, et puis les risques aussi pour le bébé et la maman, ce qu'on appelle la placentation. C'est là où justement, je pense qu'à ce moment-ci, depuis 2015-2018, on travaille très, très dur parce qu'on connaît bien que justement, cette implantation, cette accroche, cette placentation va nous donner le pronostic de ce qui va se passer. Sur le risque de fausse couche, sur le risque de retard de croissance, sur le risque de rupture de membrane, sur le risque de prééclampsie, de prématurité. Alors vraiment, c'est une étape que maintenant on connaît parfaitement et qu'on est tous en train de changer ce qui a été le plus confortable pour les équipes médicales et maintenant le faire un peu plus compliqué pour les médecins qui parfois doivent travailler les samedis et les dimanches pour mettre vraiment les conditions optimales pour réduire les risques de nos patientes. Et puis, bien sûr, autour de l'accouchement et l'étape postnatale,
on doit continuer, ça suffit pas. Je pense que cet accompagnement doit continuer, bon, bah, si on peut jusqu'à l'infini, mais bien sûr, ça doit continuer minimum après l'accouchement et pendant l'allaitement. Et qui dit faire confiance à son corps, c'est-à-dire aller sur du naturel, c'est justement faire confiance à son corps. Donc en fait, on peut plus compter sur les médicaments, les traitements, et c'est là où l'équilibre hormonal propre est important parce que bah, on doit justement faire en sorte que cet équilibre soit le meilleur pour que la nature marche le mieux possible. Et c'est vrai, comme tu disais, c'est plus confortable au niveau de pas travailler le week-end, mais c'était plus confortable de travailler avec des médicaments que de laisser le corps parce que c'est un petit peu plus aléatoire. Et c'est là où c'est très important de pouvoir travailler ben, sur le corps. Et ça se fait de manière personnalisée. Et justement, bah, c'est ce qu'on fait chez Fertili. Nous, on va vraiment voir comment votre corps réagit, quels sont les systèmes qui sont défaillants, quels sont les systèmes qu'on doit réguler pour faire en sorte que la nature marche le mieux possible et qu'on puisse conjuguer ben, le traitement de PMA et la nature, en fait. Je sais pas si on peut avancer. Oui, je t'ai passé la slide. Donc, du coup, il y a les risques de l'infertilité après la PMA, ce qu'on appelle le programming, justement, le fetal programming. Ça, c'est un peu, et je répète, on va pas y aller en profondité, mais c'est ça, non? Tout ce qu'on puisse faire avant, pendant, aura un impact sur la programmation du fœtus. Je pense peut-être c'est une idée comme un peu le Matrix, non? De programmer l'enfant, mais c'est ça. Et malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Malheureusement, parce que si on n'en fait rien, le programming sera inadéquat. Et si on fait quelque chose, mais probablement on peut améliorer et vraiment optimiser le développement de cette personne. Je dis même pas fœtus, je dis même pas enfant, je dis personne, non? Et comme je vous ai déjà dit, il y a un impact sur la grossesse, hypertension, prééclampsie, même le besoin de induction, d'accouchement, de césarienne, le risque de malformation fœtale, des anomalies placentaires qui parfois ont un risque très très élevé, la rupture de membrane, la prématurité et le retard de croissance fœtale. On va faire un peu le détail du fetal programming, mais très rapidement. Là, tu as le remodelage cardiaque. Là, vraiment, il y a deux organes. Ici à Barcelone, c'est Futurity et c'est en liaison à l'Université de Barcelone, et vraiment un des équipes les plus avancées en recherche et qui ont aussi la possibilité de faire le contrôle postnatal et des enfants. Oh, vraiment, ils ont pris des facteurs de risque avant la fertilité jusqu'au développement de l'enfant. Et vraiment, il y a deux organes les plus importants, le cœur et le cerveau, où on a vu que vraiment, tout ce qu'on vient de vous expliquer, il y avait un impact. D'avance, il parle de ce qu'on appelle le remodelage cardiaque entre ces enfants issus bon, d'une conception spontanée pour des patientes qui n'avaient aucun problème de fertilité, et puis pour des patients infertiles qui ont dû faire un traitement et voir l'impact vraiment de bon, chacune de ces étapes où ils appellent des insultes, non? Ce sont des insultes sur la programmation de cet enfant et qui vont attaquer et modifier finalement le développement du corps, du cerveau. Et au niveau cardiaque, vraiment, on a vu qu'il y a des ventricules cardiaques qui sont plus épais, les parois du corps sont plus épaisses. Ça, on sait bien que comme adulte, finalement, ça peut augmenter le risque cardiovasculaire. Puis aussi une dilatation atriale aussi qui peut être en liaison à des fibrillations auriculaires ou une dysfonction cardiaque. Quand même, dans ce remodelage cardiaque, même la infertilité, même les inséminations, même la FIV, au moment de la naissance, pour l'instant, n'ont pas montré des caractéristiques anormales, dehors de la normalité. On a vu de différences entre les enfants issus d'une conception spontanée et les enfants qui proviennent d'un couple infertile dans les paramètres de normalité à la naissance. Et ce qu'on doit continuer à évaluer, si après, comme adulte, vraiment, cette petite différence qui est à la limite de la normalité va amener un risque plus élevé pour cet homme ou cette femme comme adulte. La deuxième, c'est la remodélisation du cerveau. Voir si on peut passer. Oui, oui, c'est là. Pareil pour le cerveau. Bien sûr, au niveau prénatal, au niveau d'échographie, mais on peut voir en détail le cerveau fœtal et le développement du cerveau.
à nouveau, on ne peut pas dire qu'on a trouvé des problèmes dehors les limites de la normalité, mais c'est vrai que pour des patients atteints d'infertilité qui ont fait des traitements FIV et même pour des embryons frais ou congelés, on a trouvé des différences et on voit que bon, ce groupe de patients qui ont besoin spécialement des traitements de fécondation in vitro, mais ces enfants, même dans la normalité, sont dans la limite de la normalité au moment de la naissance et qu'on doit continuer à évaluer son développement comme adulte, spécialement au risque de développement ou hypodéveloppement cortical et bon, puis la capacité intellectuelle, etc. Et c'est très, très important de voir que c'est spécialement pour les patientes où on a fait un traitement FIV et où on a fait un traitement, un transfert d'embryons en frais, où on n'a pas congelé les embryons. C'est l'impact le plus important au niveau du développement du cerveau. On avait d'ailleurs Ce fait on avait d'ailleurs fait un webinaire sur transfert congelé ou transfert frais. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir si vous voulez. Et on parlait justement de ça un peu plus en détail. Oui. Bon, il y a vraiment ce qu'on appelle le traitement en frais d'une stimulation ovarienne. Le risque et l'impact le plus important, c'est ce qu'on appelle, c'est un transfert sur un cycle multi-ovulé. Dans la nature, il y a un corps jaune, il y a une ovulation ou deux, si ce sont des jumeaux, mais il n'y en a pas 14. Alors, ce qu'on fait, ou on faisait pour des patientes où il y avait 14 ovules, 20 ovules, 30 ovules prélevés, on faisait le transfert en frais, ce que parfois amenait à des risques d'hyperstimulation pour la patiente. Mais maintenant, on sait que c'est pas seulement que ça. Maintenant, on voit que ce environnement hyperestrogénique aura à futur un impact sur le développement du cerveau du bébé. Non? Alors, c'est de plus en plus bon, des informations que je répète, je ne veux pas que ce soit stressant. Si vous avez fait une FIV et transfert en frais, vous inquiétez pas. Mais je répète, à y faire attention. Et à nouveau, au niveau de supplémentation, au niveau de traitement autour de la FIV, si on sait bien qu'il y a cet hyperestrogénisme, mais trouver la façon de compenser, de réduire l'impact sur la patiente et sur le bébé. D'accord? Je pense que c'est très, très important. Ouais, voilà, ça Et c'est une des puis, choses qu'on travaille dans les accompagnements fertilines où quand on sait qu'il y a une FIV, on demande justement le mode de transfert et on va travailler ce mode de transfert pour réduire les risques, alors notamment d'hyperstimulation, mais également par rapport à l'impact de l'oestrogène. Les autres alors, risques. quand on va sur les enfants, je répète, il y a encore des informations qui nous manquent et des années de recherche pour y arriver. Au niveau cardiaque, vraiment, on a vu ces petites différences, mais on ne peut pas dire qu'à futur, il y aura un risque où on ne sait pas plus élevé de hypertension, de dysfonction cardiaque ou d'autres maladies cardiovasculaires, mais on doit l'évaluer vu qu'au niveau de morphologie cardiaque, on a trouvé des différences. Ça, on le connaît bien. Je pense que ce sont des premières informations on a tout connu, le risque métabolique en liaison à l'obésité, à la diabète, et spécialement pour ce groupe de patients avec un syndrome d'ovaire polykystique. Je pense que on l'a pas découvert cette année-ci, ça a déjà très très connu, et que l'obésité, le surpoids ou les altérations métaboliques vont mettre en risque d'obésité métabolique à ces enfants comme adultes. Mais bien sûr, c'est très très important. Au niveau du cerveau, au niveau neurologique, l'association la plus importante, c'est l'accouchement des jumeaux ou triplés. Bien sûr, le risque de problèmes de développement neurologique est beaucoup plus élevé. Et maintenant, avec le transfert de un seul embryon, vraiment, on est sur un taux de jumeaux plus bas que la population générale. Il y a 20 ans, on avait un 15%, un 20% de jumeaux, un 10%, un 5% de triplés. Maintenant, on est à 0,5 de jumeaux. Quand la population en conception naturelle, on peut être autour de 1%, 1,5%. Alors maintenant, la FIV n'est plus un facteur de risque de jumeaux, c'est juste à l'inverse. La conception naturelle a un risque plus élevé de jumeaux que la fécondation in vitro. Mais vraiment, au niveau de neurologie, il y aura aussi bon, d'autres problèmes comme le TADH, non, l'hyperactivité des enfants qui peut être en liaison à certains environnements anormaux, non, pour le développement du cerveau. Et c'est quelque chose que, bien sûr, la recherche doit nous accompagner. Et ce que Virginie disait tout à l'heure, immunité, auto-immunité, le risque de cancer.
d'accord? Spécialement, on sait bien que l'immunité et l'auto-immunité sont en liaison au cancer hématologique, d'accord, comme la leucémie. Et ça, on voit que vraiment, c'est un risque un peu plus élevé à ce moment-ci pour le transfert des embryons congelés, d'accord, plus élevé que pour le transfert d'embryons frais. Et je répète, vous inquiétez pas si vous envisagez un transfert d'un embryon congelé. Ce sont des petites différences qui n'arrivent même pas aux 2%. Et bien sûr, on ne connaît pas encore si ça vient de l'impact du transfert ou aussi d'une partie épigénétique de risque qui provient des géniteurs et qui a passé aussi aux enfants. Alors ça, je ne vais pas vous angoisser, mais je veux dire que est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer cet environnement immunitaire et probablement en futur réduire ce risque pour les enfants. Et ça, bien sûr, il y a le message positif, c'est cette fenêtre d'implantation qu'est ce groupe d'obstétriques à Barcelone a mis, bien sûr, dans la partie de fœtus et enfants. Mais je suis sûr que chez nous, même Fertilil ou à l'Institut Marquès, on est encore en avance, non? Même avant les techniques de procréation médicalement assistée, même avant de la grossesse ou de ce désir d'enfant, on doit essayer de vous aider, vous mettre dans des conditions optimales de santé, physiquement, émotionnellement, et vous aider justement à vous mettre dans cette fenêtre d'opportunité pour réduire finalement le problème qui peut arriver à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, la maladie pour cet enfant comme adulte. Et je pense que c'était la dernière slide, c'est Alors ça? ouais, moi je voulais juste faire une petite conclusion. Ah voilà, oui. Alors une conclusion, alors on a vu avec toi Alex que l'infertilité et la PMA sont des facteurs de risque. Je pense qu'il faut juste mettre ça dans le contexte et c'est un peu logique. Souvent, quand il y a une infertilité et qu'on doit faire une PMA, ben, en fait, il y a des déséquilibres. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète chez Fertiline. C'est qu'il y a des déséquilibres, des systèmes qui sont déséquilibrés et du coup, bah, ça conduit, ben, évidemment, la fertilité, la conception, c'est un peu le bout du système. C'est-à-dire que si on a des systèmes qui sont déséquilibrés, alors je fais quelque chose vraiment grossier, hein. Là, on a eu Docteur Garcia qui nous a expliqué des choses très techniques. Moi, je fais un petit peu du grossier pour faire un peu de la vulgarité. Vous m'excuserez, mais en De la gros, vulgarisation, plutôt. vulgarisation, pardon, pas vulgarité. Vulgarisation, pardon. Mais en gros, infertilité, déséquilibre, ces déséquilibres ben, peuvent amener à des problématiques ben, justement dont on a parlé, des maladies auto-immunes, des risques de cancer, etc. Parce que en fait, ça montre déjà qu'il y a un déséquilibre. C'est comme si votre corps vous disait, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas optimal. Donc c'est un petit peu logique. Alors, ce qu'on a vu, c'est que bah, il y a ça et enfin, chez Fertile, nous, ça nous paraît logique. La bonne chose, c'est qu'on peut diminuer en fait ces risques avec la prévention personnalisée parce que il y a plein de risques, on l'a vu, mais l'idée, c'est pas de se dire je vais faire attention à tout. La question, c'est de se dire ben, en fait, chez moi, qu'est-ce qui est déséquilibré et qu'est-ce qui pourrait apporter un risque? Et c'est ce qu'on fait en fait dans les programmes parce que on a des scores, alors vous les voyez pas forcément quand vous faites un programme Fertiline, mais on a des scores et on fait de la prévention. Et à chaque fois qu'on va vous donner une recommandation, alors d'une part, ça va augmenter vos chances de succès, mais aussi on va prévenir un risque. Et on n'en parle pas forcément, peut-être qu'un jour, d'ici 2, 3 ans, on en parlera plus de ces risques dans les programmes, parce qu'on ne voulait pas faire peur, justement, mais c'est important de le savoir. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ben, prévenir, c'est prévenir les risques, mais c'est aussi augmenter ses chances de succès. Donc voilà, et comme tu disais, Alex, c'est vraiment le côté opportunité. Donc finalement, si on prépare son traitement, on va diminuer les risques, on va transmettre le meilleur patrimoine et qu'est-ce qu'on peut transmettre de mieux que la santé. On va faire de la prévention santé précoce et ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que finalement, la prévention la plus précoce de santé se passe avant la conception. Euh, Alex, tu disais que on voit chez les messieurs que le problème de leur spermogramme, de leur spermatozoïde, ça venait de ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. Donc, en fait, en travaillant, vous, sur votre santé, vous allez, en fait, prévenir pour le futur adulte. Donc, c'est vraiment la meilleure prévention santé précoce. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est couvrir les zones non couvertes par la PMA. Et c'est là où on est vraiment où on travaille le mieux, c'est-à-dire travailler en collaboration avec la PMA pour vous mettre dans les meilleures dispositions et puis pour que la PMA soit finalement le facteur de succès, votre succès et notre succès à nous également. Alors juste une petite chose, si vous êtes intéressé, alors j'ai vu qu'il y avait certaines questions qui n'étaient pas forcément en relation avec le webinaire d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu technique.
On verra si on les prend quand même. Mais en tout cas, si vous avez des questions et vous voulez vous entretenir avec le docteur Garcia Fora qui pourra justement vous donner peut-être une vision un petit peu différente que les autres médecins, vous pouvez nous contacter et on vous mettra en relation avec l'Institut Marquez pour avoir une première consultation avec Alex. Et puis de notre côté, ben, je vous rappelle que vous pouvez réserver un bilan de situation pour voir plutôt l'aspect mode de vie, pour pouvoir préparer votre conception. Et même si vous êtes déjà en traitement de PMA, c'est jamais trop tard. La préparation peut se faire, enfin, c'est jamais trop tard, même si vous êtes déjà enceinte. On a déjà accompagné des gens qui ont été déjà, sont déjà enceintes et c'est ce qu'on vous souhaite. Pouvoir aussi travailler tout au long de la grossesse et jusqu'à l'accouchement. Le plus tôt, ce sera le mieux. Le mieux, c'est d'anticiper, c'est de travailler à 20, 25 ans, mais le plus tôt sera le mieux, donc dès aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment que vous deveniez acteur de votre fertilité, de votre traitement de PMA et aussi ben, que vous puissiez transmettre le meilleur à vos futurs enfants. Voilà, alors les questions. Je vais commencer peut-être avec une question qui est semi sur le sujet, mais je vais la poser aussi enfin, voilà, en parallèle au sujet. C'est une femme qui nous dit qu'avec une endométriose, une hyperstimulation et beaucoup de douleurs pelvipérinéales avec donc un diagnostic donc, d'endométriose, sur sa deuxième FIV, est-ce que c'est trop risqué de refaire une FIV dans ce contexte en fait? Elle a eu 15 embryons fragmentés précocement sur les deux FIV. En Si fait, c'est est-ce que du ça point vaut de le coup de vue, refaire une FIV quand on a un contexte sur lequel on a de l'endométriose et beaucoup de fragmentation au niveau des embryons? bien sûr, le problème le plus important des hyperstimulations, c'est qu'au moment où on augmente la quantité d'ovules, on va réduire énormément la qualité des embryons. Ouais. Alors, plus, c'est pas toujours plus, et parfois plus, c'est parfois moins, et avec des effets secondaires. Bien sûr, je répète, même avant la stimulation, on doit essayer de prévoir et d'améliorer cette inflammation en liaison à l'endométriose, et ça, bien sûr, je pense parfois, ça prend du temps. Claire. Deuxième, bien sûr, faire un protocole pour éviter d'arriver à 15, 20, 30 ovules. Finalement, oui, on aura plein d'ovules, la majorité immatures. On a des ovules matures qui vont nous amener à des blastocystes de mauvaise qualité. On va se dire, et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'avais 30 ovules et à la fin, j'ai que un embryon. Non? Mhm. Et parfois, Mhm. ça vaut la peine dans ce groupe de patients de se lancer d'avance, optimiser, améliorer vraiment ce processus inflammatoire, puis faire une stimulation parfois plus faible. Vous allez me dire, bon, ben, moi j'avais 15 ovules matures, maintenant je n'ai 8. Mais Oui, oui, mais je n'ai 8, mais parfois vraiment, le taux de blastocyste qualité A ou B est beaucoup plus élevé. Et même, j'ai eu des patientes qui ont eu 5 ovules et 3 blastocystes de bonne qualité. bien Alors, sûr. on dirait que la chiffre idéale est toujours autour de 10 ovules. Mhm. Parfois, ça va nous amener à 6 ou 7 ovules matures, d'accord? Et c'est ça vraiment qui parfois nous aide à avoir un, deux ou trois blastocystes top. De très Et bonne c'est qualité. pas avoir 10 embryons qui va nous amener à la naissance. C'est avoir un blastocyste de maximum qualité qui va nous amener à réussir rapidement. Alors, première idée, accompagnement, prévention et la mettre vraiment dans des conditions de minimum d'inflammation. Si un risque d'hyperstimulation, aussi prévoir ce risque de montée rapide d'œstrogène et même au niveau médical et de supplémentation, mais prévenir ce risque non, de la montée très très forte d'œstrogène. Bien sûr, déclencher toujours au décapeptile, mais ne déclenchez jamais à l'ovitrel et déclencher rapidement les règles 5 jours après la ponction. Et ça a un impact, bien sûr, parce qu'on va baisser rapidement les estrogènes et on va Mhm. augmenter le confort et on va réduire le risque de cette hyperstimulation. Mais oui, ben, je pense que ça vaut toujours la peine, pas de refaire le même protocole, s'il vous plaît, mais Surtout, de c'est refaire ça. une tentative optimale, Raisonner. non, plus optimisée, plus efficace finalement. Mhm. Plus adapté. Alors, c'est une femme qui a 41 ans, qui est en PMA solo, mais effectivement, là, c'est vraiment pertinent probablement de revoir le protocole ainsi que la préparation. Et en tout cas, une tentative qui échoue, évidemment, il ne faut pas reproduire le même schéma. Ça n'a aucun sens de reproduire un schéma équivalent. Il faut changer. D'ailleurs, je ne te vois
jamais vraiment reproduire un protocole qui a été déjà conseillé, par exemple, par un autre médecin chez un patient et qui n'a pas donné de bons résultats, évidemment, tu vas changer la stratégie. Tu es souvent très original dans ce que tu vas proposer comme protocole, puisque je crois que c'est vraiment le fond de la réussite, c'est de pouvoir s'adapter au climat et à la situation de chaque personne. La première Et idée, éviter des risques unnecessaires, non? Et mettre en risque d'hyperstimulation une patiente en endométriose, s'il vous plaît, à éviter 100%. Moi, je D'accord? conseillerais aussi cette personne d'aller voir un webinaire, par exemple. On a beaucoup de parlé d'endométriose sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez taper endométriose. On a plein de contenus. Il y a notamment aussi endométriose et PMA, où on explique justement la problématique de l'endométriose et des stimulations, à quoi il faut faire attention et le fait de vraiment canaliser l'inflammation avant de faire une FIV pour faire en sorte que le corps finalement soit au plus bas degré d'inflammation qu'on puisse avec une endométriose. On va vraiment calmer l'endométriose, aussi un contexte immunitaire qui soit plus propice et ensuite seulement aller sur un protocole qui soit peut-être, comme tu disais, moins fort et qui soit plus adapté à cette personne. Et là, ça peut, même à 41 ans, ça peut donner des chances quand même. Parce que la question, c'était, est-ce que je dois aller sur un double don ou est-ce que je dois tenter? Euh, voilà, je sais que Alex, toi, tu aimes toujours donner la possibilité quand même d'utiliser ses propres ovocytes. Et l'idée, c'est de se dire, de nouveau, pas reproduire, mais surtout canaliser et faire en sorte que ça soit totalement différent, cette prochaine stimulation. Bien sûr. Et je il y a lui ai aussi- dit quand même, au moment où elle aura des embryons idéaux, nous recontacter parce que l'endométriose et le transfert d'un embryon aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer et finalement Bien sûr, augmenter ce taux d'accroche et taux de naissance, hein. c'est C'est pas clair. seulement la stime, c'est le transfert aussi de dire maintenant à nouveau sur l'endométriose, il y a plein de choses qu'on doit faire attention et tous les petits détails finalement nous amènent à arriver rapidement à réussir, non? Je pense que c'est important. C'est clair. On a une personne qui nous pose différentes questions par rapport à des conséquences qu'elle a eues sur des traitements et puis elle voulait avoir son avis là-dessus. Donc, elle a eu de très fortes inflammations articulaires après sa première FIV. Est-ce qu'il y a un lien avec la stimulation selon toi? Bien sûr, selon les précédents de cette patiente, ça peut être 100% en liaison à la stimulation ou boosté par la stimulation, d'accord? Bien sûr, si c'est une patiente qui a déjà des précédents des problèmes d'auto-immunité, thyroïdite, voilà, bon, il y a qui sont asymptomatiques ou bon, qu'on fait même pas trop attention, mais finalement, ce sont des problèmes immunitaires. Oui, Ça nous est arrivé aussi pour des patients qui se font vacciner du Covid, se font Mhm. vacciner, et tout d'un coup, le lendemain, il y a des douleurs articulaires partout. Et toi, tu dis, bon, ben, ça a quoi? Aucune liaison entre le Covid et le vaccin. Mais on a vu aussi un impact très important pour les vaccins et les règles, non? Des patientes qui bien étaient sûr, très bien réglées et après les vaccins du Covid se sont complètement déréglés. Alors, bien sûr. est-ce qu'il y a une liaison entre l'auto-immunité, l'immunité, l'immunisation et les estrogènes et le cycle? 100%, 100%. complètement. Et bien sûr, selon le profil et les précédents de cette patiente, ça peut avoir un impact plus important. Les patientes avec des problèmes d'auto-immunité, ces effets secondaires au niveau articulaire, synovial, etc., mais peut être plus important. D'accord? Et finalement, un taux d'oestrogène élevé va augmenter, booster aussi tous ces problèmes d'inflammation et Bien de sûr. rétention de liquide, non? Dans tous les espaces, même les espaces articulaires. Alors, je ne peux pas dire que ce soit que ça, mais il avait déjà une certaine prédisposition, mais ça n'aide pas du tout, bien sûr. Et moi, je prends souvent l'image on a tous en fait des prédispositions. Moi, j'appelle ça un peu le gaz ouvert. C'est comme si on avait le gaz ouvert sur quelque chose, on a une fuite de gaz et c'est sourd, c'est silencieux, ça ne s'entend pas. Et puis en fait, un traitement ou un stress aigu va juste craquer l'allumette et là, ça va prendre feu en réalité. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est pas tant le traitement qui a incriminé. Le traitement a été l'allumette craquée. Mais le gaz était ouvert. Il était ouvert probablement avant. Et d'ailleurs, cette même personne nous dit, mais à la deuxième FIV, j'ai déclenché une hypothyroïdie, un dérèglement thyroïdien, sans aucune auto-immunité, apparu après la FIV 2, mais qui n'a jamais disparu en fait. Donc la thyroïde a commencé à se dérégler.
Et, et c'est vrai que la PMA est un magnifique amplificateur, mais est également un amplificateur de certains dysfonctionnements qui peuvent être liés aussi aux oestrogènes. Et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier. Et c'est pas pour autant qu'il faut forcément incriminer le traitement, mais par contre, de travailler sur le terrain, c'est quand même une garantie de mieux supporter les traitements et d'avoir moins de conséquences, en tout cas. On a une personne qui nous pose quand même On t'entend plus, Alex. Je pense que tu as coupé ton micro, peut-être. Ah oui, tu es en mute. Non, non, je disais que dites quand même que moi, j'avais pas lu le message, je savais pas qu'il y avait un problème de thyroïde, même si, bon, bah, je peux pas dire que j'ai deviné, mais c'est ça, Oui, non, oui, oui, finalement. oui. Ça fait partie du tableau classique quand le dérèglement commence, en fait, le dérèglement se poursuit. Et à savoir que les anticorps antithyroïdiens, on en dose un ou deux en général, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que deux anticorps. On peut trouver aussi d'autres anticorps antithyroïdiens. Et donc, elle pose la question aussi, quelles sont les réelles conséquences à long terme de la surexposition aux hormones liées aux stimulations répétées? Oui, là vraiment, c'est pour n'importe quelle patiente. Moi, spécialement vu que j'ai travaillé en oncologie et fertilité pendant 14 ans, et Mm. vraiment spécialement au niveau du cancer de sein, l'exposition aux estrogènes a encore des risques supplémentaires. Oui, bien sûr, dans n'importe quelle étape d'un traitement, bah, même pour des patients qui essayent naturellement, je pense qu'on doit bien conseiller comment réduire soit le taux d'oestrogène ou l'impact de ces estrogènes au niveau de santé générale, non? Alors là, bien sûr, je pense que du côté de supplémentation, on peut moduler cet impact des estrogènes, éviter justement, bon, ces estrogènes qui montent ou chutent très très rapidement. Et finalement, ces deux équilibres hormonaux, c'est qui va nous donner plein de symptômes et des risques. Et puis, bien sûr, ajouter parfois des traitements supplémentaires pour non, bloquer les effets les plus graves, non, comme le risque de cancer ou d'autres risques importants d'avoir des taux d'oestrogènes trop élevés pendant des mois ou des années. Non, ça, bien sûr, au niveau médical aussi, on doit y faire attention. Et Il y a c'est aussi une justement une, raison pour laquelle le mode de vie est important parce que déjà, c'est vraiment la base d'une prévention anti-cancer. Et puis au-delà de ça, le fait d'alterner entre effectivement des protocoles de stimulation et de la détox aussi, de drainer derrière en fait ces hormones, de drainer le corps, d'enlever justement les hormones, d'enlever les conséquences qu'elles ont eues. Je pense que c'est un schéma qui est relativement sain. Et c'est la raison pour laquelle la PMA devrait quasiment toujours, à mon avis, être accompagnée du mode de vie ou d'approche aussi portant sur le mode de vie pour s'assurer que, évidemment, tous les inconforts soient pris en compte et équilibrés en réalité. Et puis, bien sûr, l'obésité, le surpoids, ça, c'est vraiment l'ennemi numéro un au niveau de hyperestrogénisme, de risque oncologique. Et pour ce groupe de patientes qui en sont plus sensibles ou qui ont déjà des effets plus importants après les estrogènes, s'il y a un surpoids, une obésité, étape numéro un, ça va réduire le risque oncologique, ça va réduire les effets secondaires et mieux tolérer tous les traitements. Non? Et en plus, augmenter les risques de grossesse, réduire le taux de fausse couche et réduire le risque pour les enfants. Mais dans cette partie de l'estrogène, bien sûr, la graisse périphérique produit des estrogènes qui sont même pas comme les estrogènes des ovaires, sont encore des estrogènes un peu plus méchants, Oui, d'accord, et oui. qui ont des effets encore plus méchants que les estrogènes ovariens. C'est l'estrone, d'accord. Mhm. C'est vrai. Alors là, si en plus il y a l'âge, il y a un certain surpoids, il y a un déséquilibre immunitaire, mais le surpoids, on peut le traiter, on peut l'améliorer, il n'y a aucun problème. Parfois, les anticorps, on ne peut pas les traiter, on ne peut pas les améliorer, mais le surpoids, l'obésité, on peut l'enlever. C'est difficile, c'est dur, mais ça vaut la peine prendre du temps, autant du temps que nécessaire pour réduire ce problème qui aura un impact sur la fertilité et le risque de cancer à futur. Et il y a aussi une femme qui nous explique qu'elle a sur sa dernière FIV en juillet eu 10 ovocytes, zéro embryon, zéro blastocyste à 41 ans et c'est sa septième stimulation depuis 10 ans. Donc évidemment, il y a l'inquiétude des stimulations, mais il y a aussi cette question de est-ce qu'il faut abandonner parce qu'elle dit je commence à vouloir abandonner en fait et à arrêter par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que ben, le manque de résultats et puis aussi les effets collatéraux des traitements. Elle pose surtout la question aussi par rapport à une étude qui est sortie de ASMR sur Mm. Fertility and Drugs and Cancer. Euh,
voilà, apparemment sur les stimulations et l'augmentation des cancers. Je sais pas si c'est... Vraiment, ça, c'est quelque chose où on a toujours fait attention. Probablement il y a 40 ans, où il y avait bon, bah, pas trop de médicaments et on savait même pas un peu les risques, spécialement le clomifène, qui a été Mm. bah, vraiment la drogue bon, la plus importante pendant 10 ans et 15 ans. Il n'y avait pas d'autres options. Et on faisait, même la patiente prenait le clomifène sans contrôle. Non, on donnait le clomifène, on lui disait, ben, à partir de J5 jusqu'à J10, vous faites le clomifène tous les jours. Et puis, bon, parfois il y a des grossesses, parfois il n'y en aura pas. Et il y avait des patientes qui faisaient 10, 15, 20 cycles de clomifène, un an et demi. Oui, sur ce groupe de patients, bien sûr, il y avait un risque très, très élevé, spécialement de cancer ovarien, ce qui est un cancer très compliqué à traiter, très compliqué à diagnostiquer et malheureusement qui a un taux de mortalité très, très élevé. Mhm. Euh, Ce qu'on a gagné jusqu'à l'année 2000, on peut dire que les médicaments ont avancé au niveau de efficacité. On a des médicaments qui stimulent, on a des médicaments qui évitent que l'ovulation s'échappe, il y a des médicaments qui déclenchent l'ovulation au moment où on veut déclencher l'ovulation. Alors ça, jusqu'à l'année 2000, vraiment, on a avancé, on a amélioré et on a augmenté aussi la possibilité de faire un traitement plus personnalisé selon l'âge, les précédents, etc. Et en liaison à cette question, de l'année 2000 à 2024, ce que vraiment, je peux dire que vraiment, on n'a même pas avancé un 1% en efficacité. De dire Mm. maintenant, je peux récupérer les meilleurs ovules de majeure quantité. Non. Depuis l'année 2000 jusqu'à maintenant, on a gagné vraiment la réduction des effets secondaires et la réduction des risques, comme le risque de hyperestrogénisme à répétition. Mais bien sûr, il faut utiliser les médicaments et adapter les médicaments selon les tentatives que la patiente fera, non, selon. Mm. Et pour des pays où on fait encore le transfert à J3 ou des pays où on fait les transferts en frais parce que bah, bon, le taux de survie après la décongélation n'est pas top. Et on fait que FIV transfert. Mais oui, ça, ce modèle a un risque très élevé. Je suis complètement d'accord, spécialement si on dépasse 10, 15 traitements. Mais c'est ça ce que je vous disais de qu'est-ce qu'on prévoit? Non, il faudra combien de tentatives pour finalement arriver à donner une naissance et adapter le traitement et lui dire, Madame, on ne va pas transférer. Chez vous, probablement, on va vous mettre en risque avec ce taux d'oestrogène élevé. On ne va pas faire un transfert, on va toujours accumuler des embryons pour baisser le taux d'oestrogène à zéro et vraiment vous mettre en risque pendant 3 jours à chaque tentative. Non? Et Mm. ça, c'est différent si on vous met en risque pendant 15 jours ou 20 jours, parce que les règles ne Non. reviennent pas que après 15 jours après la ponction. Ça, finalement, bien sûr, peut augmenter les risques. Et oui, je parle toujours aux patients, je leur dis, bon, tu es en parcours de PMA, mais n'oublie pas de faire ton FOTI, n'oublie pas de faire ta mammographie, non, etc. Parce que Bien finalement, sûr. oui, on est en train de mettre et d'augmenter certains risques, mais pour cette patiente, je lui dirais, si j'ai eu la possibilité, je continue à faire des traitements FIV pour des patientes qui ont déjà survécu à un cancer de sein, un cancer hormonosensible, un cancer agressif, et vraiment après le traitement et après une période, bien sûr, et ce sont des patients où il y a 20 ans, c'était interdit de donner des estrogènes. Maintenant, on a l'évidence scientifique pour ces patients qui ont déjà eu un cancer et qui ont un risque très, très élevé sur ce sein et l'autre sein en même temps. On a des protocoles spécifiques justement pour ce groupe de patientes où il y a eu une exposition à répétition des traitements que probablement on aurait pu moduler ou changer un peu, ou pour ce groupe de patients où on peut même pas, on ne devrait même pas donner des estrogènes. Et maintenant, on sait qu'on n'est pas en train d'augmenter les risques oncologiques. Alors ça, on sait le faire. Bien sûr, ce sont toujours des centres multidisciplinaires. Chez nous, il y a le centre non, de oncofertilité et justement de haute complexité. Et c'est pas seulement, ce qu'on disait, c'est pas seulement arriver à donner la naissance, mais réduire bien sûr des risques supplémentaires de tous vos précédents. Non? Alors oui, bah, ça, après 8, 10 tentatives, on sait bien qu'on est en train d'accumuler, d'acheter des possibilités, non, d'avoir des effets secondaires à long terme.
Mais si on veut continuer, c'est pas interdit, mais on doit faire attention et vous traiter comme s'il y avait déjà eu un problème très grave dû aux oestrogènes, non? Et on peut continuer à essayer, mais en précaution, bien sûr. Super. Merci beaucoup, Alex, pour toutes tes réponses. Et je pense qu'on a traité toutes les questions qui étaient en lien avec le sujet. Sujet. Oui. Aujourd'hui, on parlait vraiment des risques liés à l'infertilité. Merci pour ta transparence sur ces risques. Je crois que c'était important de donner ces réponses, d'amener de la clarté, de se dire aussi que, bien évidemment, on parle de tableau de risque, mais que chacun de ces tableaux de risque est aussi anticipable, contournable en partie, mais il faut juste avoir une réflexion. Maintenant, on le sait, dans l'infertilité qui est beaucoup plus globale, qui ne porte pas que sur les traitements de PMA, mais qui porte sur le traitement un peu de la racine de l'infertilité et du terrain. Et donc, c'est ce que je retiens, moi, un petit peu de toute cette présentation. Et je te remercie encore de ta collaboration, de tout ce que tu fais pour Fertiline, pour nos patients communs aussi. C'est vraiment merveilleux tout ce travail commun. Et à Également pour la recherche, voilà, également pour la recherche, également pour la parce que recherche. vraiment ton but c'est d'aller de l'avant, c'est aussi pour ça qu'on collabore pour ben, proposer des traitements qui soient les plus adéquats et les moins risqués possibles. Ok, on voit les zones de risque, mais le but c'est de les diminuer au plus possible. Donc être conscient de ça, mais le faire quand même, mais en prenant toutes les précautions, faire de la prévention. Ah, bien sûr, je vous remercie énormément, comme d'habitude, bon, pour me donner la possibilité de participer, d'être là. Et bon, c'est une des mes passions, non? Ça La fait sens, recherche et bien sûr les patients, non? bien Finalement, sûr. de aider aux patients. Aujourd'hui, non, on a fait le tour. Mais puis, bien sûr, chacune des patientes aura ses angoisses, aura non, ses problèmes. Et finalement, même vous ou nous, mais le but, c'est après rentrer dans le traitement individualisé, non? Et le conseil individualisé. Et bien sûr, pour tout, bon, les patientes qui sont avec nous, qui nous accompagnent aujourd'hui, je vais leur dire, malheureusement, on n'a pas le temps non, d'avoir du temps pour chacune aujourd'hui, mais on en aura futur. Et simplement leur dire que n'hésite pas de nous contacter, non? C'est Qu'on est ça, là pour voilà. les aider, pour C'est leur ça. accompagner. Voilà, vous pouvez nous contacter sur hello@fertiline pour être mis en relation avec l'Institut Marquez et Dr Alex qui prend en charge toutes les personnes qui passent par nous. Et puis également ben, prendre un bilan de situation avec une de nos collaboratrices pour préparer ce traitement pour diminuer les risques et augmenter vos chances de succès. Merci beaucoup à Merci tous. beaucoup à tous d'avoir été présents et Merci à merci toutes et à infiniment à tous. toi, Alex. À très À bientôt.